Rasoul te demande, quand mon ancienne compagne m'a demandé si elle était toxique, a-t-elle eu à ce moment-là un brin de lucidité sur son comportement à Bien elle sûr, et son dénigrement à mon égard? bien sûr. Oui, 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 Eh oui, oui, oui. c'est intéressant C'est d'ailleurs, hein. intéressant et ça prouve que vous n'étiez pas avec quelqu'un de foncièrement pervers narcissique, Eh hein, oui, c'est mais ça. plutôt borderline. Alors, j'en dis pas plus. Assoul, j'évite pas votre question, je vais y répondre par la suite parce qu'il y a une question qui ressemble à la vôtre, D'accord, qui va arriver très rapidement. d'accord, d'accord. Donc une autre question, Asma, se peut-il que la victime introjecte la culpabilité et l'empathie que le pervers expulse? Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant. Donc on a deux phénomènes. Parce que j'ai pour habitude de dire, pervers et victime emploient le même type de mécanisme de défense. Je reprends une phrase de Freud qui disait, ils sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. Donc, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques va beaucoup employer l'identification projective. Et la victime, elle va utiliser l'identification introjective. Mais on le fait tous un peu, hein. Donc ça, le but, c'est pas forcément de répondre aux questions par rapport au pervers narcissique ou à la victime, c'est de vous parler à vous, Asma. Si quelqu'un me dit, tu es bête, si je dis, mon Dieu, c'est terrible, tu m'as fait du mal, je suis blessé, etc., on voit bien que la relation, elle se fait à deux. Alors que si je dis à la personne, ah oui, oui, tu as raison, je m'en rends compte régulièrement, bah ça tombe à plat. D'accord? Donc, essayer de sortir de l'identification introjective, c'est-à-dire ne pas prendre pour nous les critiques des gens, sauf si on leur a demandé. Ça arrive, hein. Si vous êtes compagnon du Tour de France, vous avez fabriqué quelque chose, vous le montrez à un maître, et vous lui dites, s'il vous plaît, critiquez ce que j'ai fait. Mais là, vous êtes dans une relation, c'est une relation d'échange, hein. Mais si quelqu'un, à un moment donné, vous dit tu es bête, ou je sais pas, ou t'es pas belle, ou t'es... toutes les gentillesses que ça va nous dire, ces gens-là, dites-lui, ben ouais, j'en suis conscient, ouais. Ah oui. Et ça ne me Donc, dérange pas. Assoul te dit, c'est ce qui m'a tellement troublée en pensant que c'était moi. Oui. Alors, Zozozo, est-ce que utiliser des mécanismes de perversion narcissique face au PN pour s'en débarrasser est productif? Non. Utiliser ses fonctions à lui. Non, non, c'est pas intéressant. Juste, je vais te dire que la caméra, elle est aussi là, parce que je vois que... Ils sont là. Je suis en train de me faire gronder, là. Oui. Au cas où vous l'auriez pas compris. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est intéressant d'employer des mécanismes de défense pervers narcissique avec un pervers narcissique? La réponse, elle est, à mon avis, non. Est-ce que c'est normal à un moment donné d'employer des mécanismes de défense pervers narcissique avec un pervers narcissique? C'est tout à fait normal à un moment donné de glisser dans le truc, quelqu'un vous embête et puis de lui dire un jour, ben, j'en ai marre, toi aussi tu m'énerves. Le chien. Et le chien aboie et la caravane passe. Donc, voilà la réponse. Non, ne devenez pas pervers. Ne devenez pas pervers, c'est dommage. Choisissons une autre voie. Autant que faire se peut, on s'éloigne de la personne. Moi, j'aime bien l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On vous dit, vous êtes bête. Répondez oui. Et vous verrez que l'autre en face, il n'a pas de prise. Il peut pas vous attraper. Donc, c'est vraiment un travail sur soi, la réponse. C'est pas comment devenir plus pervers que le pervers. Et le mettre échec et mat. En tout cas, c'est pas mon fonctionnement. C'est pas ce vers quoi j'inviterais le monde qui m'entoure. Ben là, je suis tout à fait d'accord. J'avais moi-même eu à vivre une situation qui était compliquée. Bien sûr. Et j'avais entendu une petite histoire zen, si tu veux, je la raconte pas en entier parce qu'elle va être longue. Ouais. Mais donc le maître zen répondait à chaque fois qu'on le critiquait, il répondait ah bon. Ah bon. Il y a toute une histoire, hein, et à chaque fois on l'accusait de quelque chose, il disait ah bon. On l'accusait d'une autre chose, ah bon. Et oui, vous rentrez pas dans la bulle. Moi, dans les violences invisibles, je sais pas si vous l'avez lu, à un moment donné, je donne l'exemple, si vous voulez, de deux bulles de savon qui se rencontrent. Eh bien, la paroi, qui est la relation, il y a qu'une paroi. Donc nous participons dans la relation perverse narcissique. Malgré nous, parce qu'on a une histoire, c'est là où on va travailler. Et à un moment donné, simplement, non, ne devenez pas pervers narcissique, simplement vous dites, voilà, comme nous propose Natacha, ah bon, d'accord, je suis bête, ah bon, d'accord. Ah bon, oui, c'est ça. Et vous allez voir que l'autre en face, ça tombe complètement à plat. Donc Maya, bonjour Maya te remercie pour les éclaircissements. Alors, Célina te dit, moi j'ai l'expérience que pervers et victimes ont le même besoin de se sentir exister dans le fond. Quand j'ai pu rencontrer ça, donc cela, j'ai commencé à me sortir de cette relation toxique pour moi.
Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, vous avez renoncé à la place que vous aviez prise. Mm. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans une famille, on dit à un enfant, tu es le mauvais objet, on lui dit en même temps, tu as une place et une fonction dans la famille. D'accord? Donc, évidemment qu'à un moment donné, comme ça vient d'être dit, on va aller rechercher une place qui ressemble à celle qu'on connaît. Qui est en plus une place de toute puissance, parce que mince, imaginez un gosse de 3 ans, de 4 ans, à qui on dit, t'es responsable, à cause de toi, tout va mal. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais le gosse, il Mais adhère oui, à ça. il se Donc construit comme ça. certains parmi nous sont attachés à leur posture de victime, parce que cette posture leur donne un sentiment d'exister. Je suis d'accord avec vous. Mm. Et à un moment donné, pour en sortir, il faut y renoncer. Et oui, c'est ça. Valérie te demande comment la victime abandonnique peut-elle se corriger? Ah, très intéressant. Pour éviter de tomber toujours sur des PN. Avant que tu répondes, je vais préciser quelque chose si tu permets. Dans cette question, ça a trait à ce qu'on a vu. On a beaucoup vu ça avec toi et avec le docteur Dubos sur la sécurité, donc l'insécurité et ce Oui. que la victime a connu dans son passé. Maintenant, je te laisse Oui. dérouler. Non, mais voilà, tu as répondu. Oui, mais elle demande comment. Comment se sécuriser? Comprendre Comment que sortir, ouais, c'est tout moi je vais prôner un travail psychanalytique, toi tu vas proposer plus un travail énergétique, Corporel, oui. corporel. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos angoisses d'aujourd'hui sont parfois des angoisses qui nous viennent de la toute petite enfance. C'est-à-dire que si nous n'avons pas été rassurés quand nous étions un nourrisson abandonné est en danger de mort. Non, même pire que ça, il est promis à une mort certaine. Tout à fait. D'accord? Donc cette angoisse, elle n'est pas bidon. Mais si j'ai eu cette angoisse quand j'étais nourrisson, je l'ai toujours aujourd'hui. Or, j'arrête pas de dire, excusez-moi si je me répète, tout abandon est forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que celui qui m'abandonne, ce serait vraiment dommage qu'il reste dans mon entourage. Et ouais. Et rechercher toutes les situations qui ont pu vous arriver, vous arriverez certainement à cette conclusion la plupart du temps. La plupart du temps. Si ce n'est tout le temps. Parce que quand tu es abandonné, entre guillemets, c'est pas le mot qui conviendrait, mais quand tu n'as plus de relation avec tes enfants, tu peux le vivre d'une certaine façon comme un abandon. C'est très dur. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça signifie qu'eux-mêmes vont très très mal. Ouais. C'est très dur. Donc c'est c'est très dur, mais même si tu vas par là, ils font le moins pire. C'est que peut-être que pendant un temps, ils ont besoin de ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ils ont besoin de ça. Moi, j'ai un de mes gamins qui a disparu. Oui. Eh bien, j'ai toujours respecté. Et j'ai fait comme je disais tout à l'heure, j'envoie un petit mot une fois de temps en temps parce que j'ai son téléphone, malgré tout. Et je vois qu'il ne regarde pas mes messages, mais je crois qu'il... Enfin bon, bref. Et je lui dis, je te souhaite une bonne année, je te souhaite un bon anniversaire. Si un jour tu as envie qu'on discute, ce sera avec plaisir. Je suis toujours là. Et il y a une chose intéressante. Mais ce que je veux dire, parce qu'on va rester sur l'angoisse que je voulais dire tout à l'heure, les angoisses qui nous habitent sont parfois anachroniques. Elles sont des angoisses de la toute petite enfance. Il va falloir aller les contacter. Peut-être que tu as raison qu'il faut faire un travail corporel pour rassurer le nourrisson qui est en nous. Tu sais, si tu es abandonné, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Et tu n'en mourras pas. Parce qu'à l'extrême, une personne abandonnée peut se donner la mort. Elle peut se suicider. Il y a des gens qui se suicident après une rupture. Pourquoi? Parce que l'angoisse de mort est tellement prégnante qu'on finit par la mettre en scène. Alors ça vaut quand même le coup de contacter cette angoisse-là et de réaliser que non, vous n'êtes pas en danger. L'abandon, c'est pas du tout un problème. Au contraire, généralement, sauf dans le cas des enfants, c'est une bonne nouvelle. Et là encore, je me permets de dire quelque chose que tu m'avais dit à ce sujet-là. Je crois que pour tous les parents qui vivent cette situation, il est intéressant de se dire que l'enfant, c'est ce que tu as évoqué à l'instant, mais tu es allé très vite, l'enfant fait du mieux qu'il peut. Bien sûr. Et là, il se met, comme tu me l'as dit, il se met en sécurité lui-même par rapport au contexte qu'il vit. Donc finalement, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle parce qu'il arrive à se mettre en mode survie. Alors on rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai dit à un moment donné, quand on disait comment ramener les victimes au réel, envoyer un petit mot à vos enfants. J'ai bien compris que tu as besoin de t'éloigner de moi. Je respecte ta décision, mais sache que le jour où tu auras envie de revenir vers moi, ma porte sera toujours ouverte. Voilà, tu leur montres l'amour inconditionnel. Est-il possible que mon ex, qui avait quelques comportements inappropriés au début de notre relation, soit devenu, dans le courant de la relation, pervers narcissique? Oui, alors,
Oui, moi je vous donne la réponse Jean-Charles Bouche. Les mécanismes de défense, je me répète, hein, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense mis en place par des personnes qui ont peur de régresser, si vous voulez, décompenser dans quelque chose de l'ordre de la folie, schizophrénie généralement, D'accord. ou PMD. Qu'est-ce que c'est? Psychose maniaco-dépressive. D'accord. Donc, pour moi, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont une porte d'entrée-sortie de la psychose. Certains s'y sont bien installés, c'est cela qu'on va appeler les pervers narcissiques. Ils y trouvent beaucoup de bénéfices, peut-être même une jouissance. Donc, vous avez rencontré quelqu'un qui avait un comportement bizarre au départ, eh bien vous aviez affaire à quelqu'un peut-être borderline, par exemple. Le borderline, lui, se situe à la frontière de la schizophrénie, d'accord, et il navigue entre quelque chose de plutôt narcissique et quelque chose de plutôt psychotique. D'accord? Quand il est très fatigué, par exemple, et qu'il a beaucoup de soucis, il peut régresser très proche de la folie. Ça fait vraiment très peur, parce qu'on contacte des angoisses très archaïques. Donc, à un moment donné, le borderline, lorsqu'il est proche d'une décompensation, va mettre en place beaucoup de mécanismes de défense pervers narcissiques, et quand il en est sorti, il va vous demander pardon. Il va venir vous voir en disant vraiment, je suis un salaud. Ça rejoint la question qui avait été posée tout à l'heure par une personne qui a demandé à son compagnon, est-ce que je suis toxique? Là, vous avez vraisemblablement affaire à un borderline, parce qu'un pervers narcissique, non. Hein. Un pervers narcissique va vous dire, à cause de toi, j'ai eu tel comportement, c'est de ta faute en plus. C'est-à-dire, tu viens de prendre une raclée, et en plus, c'est de ta faute. Donc, tu es 2 fois coupable. D'accord? Donc, pour répondre à cette personne, il se peut que votre compagnon ait régressé, parce qu'il a eu des problèmes. Vous aviez déjà remarqué des symptômes en début de relation, et effectivement, au moment où il va décompenser, il emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Le pervers narcissique ayant arrêté sa maturité aux environs de 2-3 ans, est-il possible qu'il trouve le moyen de grandir quand même par obligation personnelle, par exemple? Elle est complexe, votre question. Pour moi, elle est très ouverte. Elle est très ouverte pour moi, parce que la question que je vais poser, c'est pas est-ce que le pervers narcissique peut encore grandir, mais la question que je me pose, c'est est-ce que moi, je peux encore grandir? Ou est-ce que c'est fini? Ouais. C'est une sacrée question. Maintenant, quelqu'un qui a une structure psychique assez débile quand même, donc de l'âge de l'ordre de 2 ans, qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, il a autre chose à penser que de grandir. Là, on est dans le champ de la survie, et il est peu probable qu'il évolue. Peu probable. Ben ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui pourrait le faire évoluer éventuellement, c'est que vous le plaquiez. Eh oui. Parce que tant que vous restez là, vous êtes sans médicaments. Mais tu as souvent dit que quand on était dans ce champ d'expérience-là, perversion narcissique, c'est-à-dire une énorme peur de l'abandon et une énorme peur donc de sombrer dans cette folie, la personne mettait en place tout un tas de mécanismes de survie, notamment retrouver une autre victime. Oui, généralement. Donc, si on le plaque... Bon, ça, c'est pas ton problème, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Mais s'il n'est pas foncièrement pervers, il va se retrouver face à sa dépression, puisque les mécanismes de défense pervers narcissiques, ça consiste à vous faire porter la dépression de l'autre. Hein, on rejoint tout à l'heure sur l'identification introjective, la question était très intéressante. Si vous partez, si vous lui coupez la parole, il va rentrer dans une rage narcissique. Il peut se suicider, hein. Il peut se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Il peut avoir prévu le coup, effectivement, tu as raison, et avoir trouvé une nouvelle victime. Mais de toute façon, ça n'est pas votre problème. C'est pas votre question. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il va se fâcher. Hein. Ouais. Il va dire, vous devez vous occuper de vous. Oui. Et est-ce que la victime peut-elle être aussi dans un mécanisme de lutte contre la folie? Et comment en sortir? C'est possible, oui. C'est possible. C'est possible. Consultez. C'est possible que vous aussi, vous soyez, donc comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'un borderline pourrait rencontrer un pervers narcissique? Bien sûr que c'est possible. Mais c'est quoi la folie? Moi, j'aime rassurer les gens sur la folie. Et en arrivant, quand on me demande est-ce que je suis fou, je réponds oui, à mon avis, vous l'êtes. Et puis j'amène tout de suite une question. Mais maintenant, de votre folie, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la question n'est pas de savoir est-ce que je suis fou, ça c'est acquis. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma folie? C'est-à-dire être dans la créativité. La folie, c'est quoi? Sinon une énergie qui me traverse et dont je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que la normalité? Normal et pathologique. On avait dit qu'on ferait quelque chose. Oui. Jojo G. Le passif agressif est-il un borderline ou un pervers narcissique? Quelles sont les différences entre ces 3 notions? D'accord. Passif agressif, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Jojo? Oui, Jojo. Donc, avant, effectivement, passif-agressif était considéré comme une pathologie à part entière qui rentrait au niveau des borderline. Effectivement, votre question, elle aurait été très cohérente posée 10 ou 15 ans plus tôt. Mais c'est fini, il en est sorti du DSM. Ah oui. Ouais. Alors, ça veut dire quoi être passif-agressif? C'est-à-dire, si quelqu'un m'embête, j'ai la possibilité de lui dire ce que je pense et de l'agresser. Ça, c'est une agression directe. Je peux lui coller une claque, ça, c'est une agression directe. Ok? Après, je peux utiliser autre chose. C'est-à-dire, je veux pas casser la tête de mon partenaire, donc je vais utiliser une assiette que je vais casser. Et en cassant l'assiette, je vais dégager de l'énergie psychique, mais en même temps, j'ai protégé ma compagne ou mon compagnon. D'accord? Le passif agressif, c'est quelqu'un, il va serrer les dents, il va tourner la tête, il va pas te répondre. Hein? Vous lui dites quelque chose, il répond pas. C'est très dur. C'est dur à vivre. C'est une violence comme une autre. Donc passivité agressive veut dire tout simplement une agression qui... C'est un passage à l'acte silencieux. Oui, parce que nous sommes des êtres de relation. Oui. Et lors de la toute première interview qu'on avait vue ensemble, oui, je t'avais posé la question par rapport au silence. C'est ça, le silence est une forme d'agressivité passive. Il y a une chose qui est terrible qui existe, c'est le ghosting. Oui. Le ghosting, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous partez et vous ne lui donnez plus aucune nouvelle, vous ne répondez jamais à ses messages. Vous ne l'agressez pas. Mais c'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse parce que la personne qui subit ça va se dire mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et en fait, la violence, c'est intéressant, c'est la victime qui va se la faire elle-même. Pourquoi est-ce que l'autre a tel comportement? C'est donc que je suis quelqu'un de mauvais. Tout à l'heure, on nous a posé la question. Est-ce que je suis pas folle moi aussi? Est-ce que je deviens pas pervers moi aussi? Est-ce que... Non, stop, il faut couper. La personne a coupé avec vous, vous coupez avec elle. Hein? Oui. Mais le ghosting est une violence inouïe. Et si vous voulez plus de renseignements, j'ai tout un chapitre dans Les violences invisibles, mon livre Les violences invisibles, où je parle notamment du ghosting et des violences passives. Oui. Ouais. Que le pervers utilise beaucoup. Que le pervers, certains pervers utilisent beaucoup. Encore que le pervers, il est habile dans la parole. Il peut mettre du silence quand ça l'arrange, mais généralement, il est habile dans la parole. Donc lui, ce qu'il veut, c'est rester dans un blabla constant. Hein. Souvent. Alors, que peut-on dire, Asma, de la conscience du pervers du mal qu'il fait? C'est une bonne question, je crois que vous l'aviez déjà posée sur papier ou quelqu'un l'avait posée. Alors, oui, on n'a pas... Je n'ai pas posé toutes vos questions. Est-ce que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques est consciente de ce qu'elle fait? La réponse est... Il faudra un tambour. Non, je crois pas. Je le fais. Je crois vraiment pas. Non, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Il faudrait qu'on fasse un cours sur la psychologie. Il existe, si vous voulez, une partie qu'on appelle l'inconscient, une partie qu'on appelle le conscient, et entre les deux, dans la première topique freudienne de 1900 à Vienne, il parlait d'un préconscient. Le préconscient, vous pouvez vous rendre compte de quoi il s'agit, c'est imaginez, vous relevez le matin, et vous dites, j'ai fait un rêve, il était magnifique, je me sens tellement heureux. Et on va vous dire, qu'est-ce qui se passait dans ce rêve? Je l'ai oublié. C'est-à-dire que je suis capable de dire, j'ai fait un rêve, donc je suis capable de nommer le contenu latent, si vous voulez, il était agréable, mais je suis incapable de raconter le rêve. Et de la même façon, si je vous pose une question, vous dites, moi je connais la réponse, je l'ai sur le bout de la langue, mais elle ne me revient pas. Eh bien, là, il y aurait un sas entre deux qui serait une sorte de préconscient. Je sais, mais je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le dire, mais je sais que je le sais. Moi, à mon avis, c'est là où se situe la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, qui d'ailleurs n'est pas foncièrement dans le déni, mais plus souvent dans la dénégation. C'est oui, je sais que je t'ai fait du mal, mais tu l'avais cherché. Ça, c'est de la dénégation. Le déni, c'est non, je t'ai jamais fait de mal, c'était pas moi. Là, on serait plus dans la psychose. La dénégation, c'est oui, je sais bien que je te l'ai dit, mais tu l'avais cherché et c'est ta faute. Vous voyez ? Donc, on se situe à mi-chemin, encore une fois, entre narcissisme et psychose. On emploie des mécanismes de défense qui ressemblent tellement à la psychose, mais qui sont projetés dans une relation, ce qui fait qu'on ne peut pas dire foncièrement que le pervers narcissique est un psychotique, même si certains l'avancent quand même. Alors, Assouk te propose une autre solution à part les bretonnes, corse et parisiennes. Merci Assouk, j'aime beaucoup. Personnellement, il irait manger des babouches. Oui. Ben moi, j'ai mangé des babouches à Casablanca. Des babouches. Asma, dites que c'est la vérité.
J'ai mangé, non, parce que babouche en arabe, ça veut dire escargot. Asma, c'est Assoul. Assoul, pardon. Ça, vous êtes obligé de nous donner une autre solution. Les babouches en arabe, c'est les escargots. Donc j'ai mangé des babouches. D'accord. Et je pense que les chaussures qui ont un petit peu les formes d'escargots. Assoul est mort de rire. Ouais, tu ne crois pas? Et Asma aussi. Alors, trop belles vos anecdotes. Oh oui, j'aime beaucoup. Ouais, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Hein. Oui. De toute façon, la réponse au pervers narcissique, c'est qu'il nous entraîne vers une pulsion de mort. Il faut que nous nous tournions vers la vie et l'humour sympa, hein, pas le fait de se moquer, mais l'humour sympa est un bon moyen de lutter contre la morosité ambiante. Et oui, parce que ça met une distance entre la situation, bien sûr, ce qu'on vit, et donc du coup, il y a là une zone de créativité exactement. Et d'allègement. Moi, je suis complètement d'accord. C'est un peu ma ressource. Alors, rions ensemble. Alors, tant pis, je n'ai pas repris de relation. Botaniste, le doute persiste. Comment avoir assez confiance en moi pour me dire que je n'engendrerai plus cette perversion à deux? Que je d'accord. Ouais, je pense que ça veut dire comment être sûr que je ne serai jamais plus victime, en comprenant pourquoi est-ce que vous aviez besoin de rencontrer des personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, et en renonçant aux bénéfices secondaires que vous y auriez trouvé, c'est-à-dire à gagner ou à retrouver cette place qu'on vous avait donnée quand vous étiez enfant. Vous savez, moi, quand je reçois des personnes qui ont été victimes, très rapidement, elles me racontent leur enfance, et on s'aperçoit de la place qui a été donné, et c'est à ça qu'il faut renoncer en fait. Et renoncer, c'est étonnant, pour être heureux, il faut pas se tourner vers le bonheur tout de suite, il faut renoncer à la souffrance. C'est très étonnant, mais nous sommes attachés à la souffrance. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons envisagé, le pervers narcissique a quelque chose de rassurant aussi, puisqu'il vient me rassurer dans mon angoisse d'abandon, puisqu'il ne me quittera jamais, tant que je serai sans médicament. Bon, un grand sage de notre époque a dit il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Et c'était Balou. Excusez-moi pour ce moment. Excusez-moi. La solution, la solution bretonne, on ne peut pas intervenir. Pardon. Asma, eh bien, je ne savais même pas que ça voulait dire escargot. Bah, moi non plus. Alors, Asma... Est-ce qu'une fois quitté, le pervers narcissique cherche une autre victime? Est-ce possible qu'il tombe sur plus fort que lui? Oui, mais c'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Laissez-le partir, laissez-le trouver sa nouvelle victime et laissez-le se faire péter la figure. Bien sûr que ça peut arriver, oui. Mais je vous renvoie à un livre que j'ai adoré en plus, Les liaisons dangereuses, Valmont et Merteuil. Merteuil, à mon avis, elle est vraiment pervers narcissique. Valmont, lui, il est plus pervers sexuel, mais il a quand même là-dedans de la perversion narcissique aussi. Et ben, à la fin de l'histoire, Valmont, il se fait tuer et Merteuil, il se retrouve, je crois, au couvent. Ça se finit mal pour eux, quand même, hein. Ouais, pas trop. Mais par contre, c'est superbement écrit. Oui. Ah, des maths braise. Bonjour Célina. Et on te pose des questions en breton? Non, non, braise, c'est en Bretagne, des maths. Bonjour, bienvenue. Alors, oui, il peut tomber sur plus fort que lui, mais il n'est pas bête, il restera pas. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ce que disait Paul-Claude Racamier quand il est découvert, le pervers narcissique s'en va. Donc effectivement, s'il tombe sur plus fort que lui, il va vite dégager, je suis d'accord.